Vous regardez 64 minutes, place au débat de cette émission. 10 ans après les attentats du 13 novembre en France, souvenir, oui mais comment rendre hommage aux victimes, aux rescapés, à leurs proches? Ce week-end, les habitants de la capitale sont invités à venir déposer une bougie, des fleurs, des mémoriaux éphémères qui sont apparus spontanément il y a 10 ans. Quelle est leur place dans notre mémoire, dans l'histoire? Eh bien, nous allons en parler avec mes invités. Nous sommes en direct avec Arthur Desnouveau. Bonsoir. Vous êtes un survivant de ces attentats. Vous étiez au Bataclan. Vous avez fondé l'association Life for Paris. Vous publiez Vivre après le Bataclan. Ça vient de paraître aux éditions du CERF. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Jonathan Broda. Vous faites aussi partie des survivants du Bataclan. Vous en parlez pour la première fois ce soir dans 64 minutes. Vous travaillez sur une bande dessinée, Je peux pas mourir, j'ai pas vu la mer, qui revient sur cette nuit tragique. C'est aussi un dialogue avec votre grand-mère qui a survécu à Auschwitz. Et en plateau, nous sommes avec Jérôme Truc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue. Vous avez dirigé ce livre, Les Mémoriaux du 13 novembre, paru aux éditions HESS. Merci d'être avec nous. Et nous sommes avec Béatrice Hérold. Bonsoir. Bonsoir. Conservatrice générale du patrimoine aux Archives nationales à Paris. Vous nous avez ouvert vos portes, mais on va y revenir dans quelques instants. 10 ans après ces attentats, Arthur Desnouveau, vous avez décidé de dissoudre Life for Paris. Le moment est venu. Oui, écoutez, il y a une raison un peu terre à terre à ça, c'est qu'on s'était donné un certain nombre d'objectifs à la fondation de l'association, qu'on avait mis dans nos statuts, et on considère qu'on les a tous atteints. C'est sûrement parce que c'était des objectifs relativement raisonnables, se regrouper, permettre à tout le monde d'accéder à des soins, de se faire indemniser, d'accéder à la justice, et puis de créer un lieu de mémoire, ce qui est le cas avec le jardin qu'on va inaugurer le 13 novembre. L'autre idée, c'était que... Non, c'est juste que ça paraît contradictoire de garder une association de victimes active, alors que son but premier est quand même de nous faire passer à autre chose, de pouvoir dire j'ai été victime. Et donc on s'est dit que l'inauguration du jardin était le bon moment pour arrêter. Voilà, une page se tourne. Est-ce que vous allez marquer cette date anniversaire? Alors oui, effectivement, avec cette dissolution. En fait, vous n'êtes pas très tendre avec les commémorations officielles. Pourquoi? Je ne suis pas très tendre avec les commémorations officielles, pas parce qu'elles ne servent à rien, mais parce qu'en revanche, s'il n'y a que ça ne fonctionne pas très bien. Moi, toutes les commémorations que je fais du 13 novembre, et puis les hommages nationaux que j'ai pu faire malheureusement lors de drames comme la mort d'Arnaud Beltrame ou celle de Samuel Paty, on est entre victimes politiques, et puis on est complètement entouré d'un cordon de sécurité qui empêche le citoyen de venir s'associer à ces moments-là. Et je crois que ça, c'est un vrai problème. On a tous en tête avec fierté ces marches républicaines après les attentats de janvier 2015. Nous, l'état d'urgence a empêché, après le 13 novembre, ces marches républicaines, et les commémorations ne peuvent pas attirer de foule parce que la tentation sécuritaire est trop grande. Et donc, il faut qu'on invente quelque chose pour que ces commémorations, au-delà d'avoir l'émotion de l'hommage, permettent à tout le monde de faire un petit moment d'unité autour de cette émotion. Ce petit moment d'unité, on va y revenir justement dans ces mémoriaux éphémères. Il a existé, on va y revenir dans quelques minutes. Mais Jonathan, j'aimerais avoir votre point de vue à vous aussi, puisque vous avez décidé de vous exprimer après 10 ans de silence. Voilà, est-ce que c'est important de commémorer? Est-ce que vous dites qu'il faut tourner la page? Alors, je pense que chacun a son propre sur la question. C'est vrai que moi, j'ai pas pris la parole pendant 10 ans. 10 ans, c'était le temps qu'il a fallu pour marquer une distance nécessaire. Puis, pour digérer, moi, j'avais envie de reprendre une vie très rapidement, c'est-à-dire que dès la semaine d'après, je retournais travailler. J'avais une vie tout à fait normale en apparence, mais il a fallu un peu plus de temps pour, en réalité, absorber le choc. Donc, je pense que la parole de personnes qui témoignent est aussi valable que celle d'un autre. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, de mon point de vue, c'est aussi possible d'avoir une belle vie après un drame. Voilà. Ça prend un peu de temps pour que le choc se dissolve. Alors Jonathan, vous restez avec nous, on va peut-être refaire quelques petits tests parce qu'on vous entend difficilement. Cette mémoire, elle passe donc par des mémoriaux éphémères. On se souvient de ces fleurs, de ces dessins, de ces petits mots qui étaient placés devant les sites des attentats. Ils ont résisté à la pluie avant d'être collectés et archivés. Vous nous avez ouvert les portes des archives de Paris. C'est un reportage de Nicolas Georges, Benjamin Béraud avec Karine Henry. Un morceau d'émotion, un dessin chagrin.
un fragment de colère, déposé sur l'un ou l'autre des 7 lieux des attentats de Paris et Saint-Denis. Des messages aux victimes, des hommages de Parisiens ou d'anonymes venus de plus loin. C'est un document finalement assez typique de ce qu'on peut retrouver à la fois comme message et comme symbole, avec le drapeau français, le cœur et puis un certain nombre de formules qui reviennent. Là, c'est la formule pré-Fort Paris. Ils n'étaient que témoignages éphémères, destinés à périr sous les pluies d'un sombre mois de novembre. Ils sont devenus des documents pour l'histoire. Il y a 10 ans, Audrey Cézely était déjà archiviste à la ville de Paris. Elle se trouvait là face à l'inédit. Elle a dû inventer une méthodologie pour préserver, classer ces milliers de messages et trouver aussi la distance nécessaire pour mener à bien ce travail de mémoire. On voit que ces documents-là sont extrêmement dégradés pour certains. Je me souviens qu'il était vraiment sous des bougies consumées, sous des fleurs fanées. Au-delà de la noirceur finalement de l'événement, on voit ce petit personnage qui tient ce drapeau, paix, amour, liberté et résistance. Voilà, il faut vivre et survivre et continuer à avancer au-delà des événements. Ce dessin lui tient particulièrement à cœur. Audrey Cézely l'a ramassé ce jour de décembre 2015 devant le Bataclan. 17 campagnes de collecte seront organisées avec l'aide des agents de la propreté de la ville. D'abord, pour organiser les mémoriaux. Ensuite, pour les démonter un mois après les attaques meurtrières du 13 novembre. On sent dans le contenu et dans la forme des documents l'urgence qu'avaient tous ces anonymes de témoigner et de faire part de leurs émotions et de leurs réactions. Près de 8000 documents ont été collectés et numérisés. Ils sont désormais visibles en ligne. Un élan de solidarité et d'humanité qui ainsi continue à vivre. Et si tous ces témoignages n'ont pas disparu, c'est grâce à vous, un peu, Jérôme Truc. C'est vous qui avez lancé l'alerte. Vous avez dit, attention, il faut les garder, il faut les conserver. Oui, effectivement, j'ai écrit à la mairie de Paris le 16 novembre. En fait, moi j'habite à Paris à l'époque, le 13 novembre, et dès le soir même, en fait, je me dis qu'il va falloir que je fasse mon travail. Je suis sociologue, spécialiste des réactions aux attentats. Et ce type de documents-là, qui apparaissent dans ces mémoriaux sur les sites d'attentats, c'est des documents sur lesquels j'ai déjà beaucoup travaillé auparavant, à Madrid en particulier, après les attentats du 11 mars 2004, à Londres aussi, après les attentats de 2005. Et donc je sais ce que c'est en fait que ces mémoriaux-là. Comme il n'y avait pas eu de collecte en fait en janvier après Charlie Hebdo, au moment du 13 novembre, je me dis bon, là, il va falloir que j'aille sur place moi-même, d'abord prendre des photos pour documenter tout ça le plus possible, et puis écrire à la mairie de Paris pour leur proposer mon aide, pour leur dire voilà, ça serait bien de collecter les choses et je peux vous aider à le faire. C'est assez récent ces mémoriaux éphémères ou ça remonte à... Non, les chercheurs qui travaillent là-dessus, d'abord des anthropologues en fait, estiment que on en voit déjà au moment des années 90, par exemple, au moment de la mort de Lady Diana à Paris, ne serait-ce qu'au pont de l'Alma, en fait, on a ce même phénomène de mémorialisation qui apparaît autour de la femme du pont de l'Alma, ou autour des tueries scolaires aux États-Unis, Columbine, où on a la même manière. En fait, quand on est confronté comme ça à une mort qui nous choque et à des morts collectives en particulier, les gens ont ce geste spontané de commémoration immédiate, en fait, consistant à venir là à l'endroit où la catastrophe a eu lieu, où le drame s'est produit, pour dire que voilà, ça compte pour nous, qu'on est solidaire et qu'on est en deuil, qu'on partage la peine des personnes qui sont directement touchées. Alors Béatrice Hérold, aux Archives de Paris, on est surpris, c'est quand même une démarche inédite, il faut s'adapter ? Oui, je pense que la réponse à l'appel de Jérôme Truc a été immédiate. Mon prédécesseur Guillaume Naon a engagé tout de suite l'équipe des Archives de Paris parce que tout le monde a ressenti la nécessité d'aller dans la rue, prélever ces témoignages pour avoir un reflet dans la société. Qu'est-ce que les Parisiens ou les personnes présentes à Paris ont ressenti à ce moment-là. Et voilà, tout le monde s'est mobilisé avec Mais est-ce qu'il a fallu inventer une méthodologie ? On l'évoquait à l'instant, le service de nettoyage de la ville de Paris, eux, ils ont l'habitude de jeter, alors que là, il fallait surtout pas jeter, il fallait donc les récolter. Ça c'est tout un changement, non ?
Oui, il faut s'adapter au jour le jour. Donc effectivement, à la fois respecter les dépôts et les mémoriaux qui puissent être là le temps du deuil nécessaire. En même temps, prélever les documents qui commençaient à s'abîmer. On a évoqué les pluies de novembre et décembre. C'est pour ça que 17 fois, nous sommes allés faire ces prélèvements avec les agents de la propreté parce qu'il fallait aussi retirer les fleurs flânées, les bougies, de façon à rendre de l'espace public aux riverains et garder en place les mémoriaux. Et Jérôme Truc, vous parlez évidemment de la charge émotionnelle, parce que là, ça a touché tous les Parisiens, les Français, et là, vous êtes, c'est immédiat. Et au-delà même, les touristes, des gens qui sont que de passage. J'entendais Arthur Desnouveaux se plaindre du fait, et il a raison, que les commémorations officielles souvent se font à part des citoyens. Et précisément là, au moment où l'événement se produit, il y a une réaction citoyenne. Et si on ne la collecte pas, si on n'en garde pas les traces, on la perd justement. Et aujourd'hui, 10 ans après, justement, elle peut servir à renouer ce lien avec les citoyens. Le fait que tout ait été numérisé, que tout soit en ligne, permet par exemple à des enseignants d'en faire des supports pédagogiques pour pouvoir revenir sur ces événements-là dans une perspective commémorative avec leurs enfants dans les classes, dans les établissements scolaires de la ville de Paris. C'est pour ça qu'à mon sens, c'était très important de le faire à cette époque-là, d'avoir ce geste parce que ces documents sont importants pour les historiens, ceux qui vont écrire l'histoire de ces événements, pour des scientifiques comme moi, mais aussi parce qu'ils ont cette valeur patrimoniale, ils peuvent nourrir précisément la commémoration et pour qu'elle ne soit pas que uniquement officielle, institutionnelle. Arthur Desnouveaux qui est toujours avec nous en direct, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces mémoriaux, soit à l'époque, quand vous vous êtes rendu compte qu'ils étaient là, et maintenant? Pour être tout à fait honnête, dans le choc traumatique de l'après Bataclan, dans mon cas, je me suis pas rendu compte qu'ils existaient. Je les ai, je pense, pas vus du tout. En revanche, le livre de Jérôme Truc et Sarah Gainsberger sur le sujet fait partie de mes grands livres du 13 novembre que je relis régulièrement. Et en préparant les commémorations de cette année, où c'est Thierry Reboul qui construit une belle cérémonie, j'ai notamment donné à Thierry Reboul le lien des archives de Paris qui permet d'aller toutes les regarder, parce que je crois que c'est un instantané d'une émotion qui est vraiment toujours intacte quand on les regarde. Et moi, je suis fasciné que les gens aient réussi à réagir comme ça, qu'ils aient échappé à la sidération. Et donc, cette collecte a une valeur, en tout cas sentimentale, inestimable. Je laisse les historiens s'exprimer pour le reste. Jonathan Borda, si vous viviez dans le quartier, vous étiez à 5 minutes du Bataclan. Vous aussi, une fois le choc passé, vous les avez vus, ces petites, ces fleurs, ces mots. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était très touchant. Alors moi, je m'en suis rendu compte d'une manière particulière, c'est que j'avais besoin d'évacuer 2 jours après le Bataclan, donc j'étais sorti. Et je suis rentré à 6h du matin, un peu bourré chez moi, et là j'ai découvert toutes ces fleurs, tous ces mots, et j'avoue que j'ai eu un fort de voir ça. Alors, ensuite, j'ai pas trop d'avis sur ce que les gens peuvent penser de ça. Je trouve ça touchant. Voilà, excusez-moi d'avoir peu de mots pour exprimer mon avis sur ces mémoriaux. Mais je vous en prie. Béatrice Hérold, la différence entre histoire, mémoire, elle se joue sur ces mémoriaux éphémères? Il me semble que le témoignage de vos invités nous fait pointer du doigt que la mémoire leur appartient. Elle appartient aux victimes, elle appartient à tous les intervenants aussi qui sont venus, forces de police, pompiers, médecins, etc. Nous, on est là plutôt pour faire des traces, collecter des traces qui vont nourrir une réflexion historique, pour faire de cet événement quelque chose qui marque l'histoire de Paris et de la France. Et ces sources en sont un élément important, puisque c'est le reflet de la réaction de la population. Alors, une réaction de la population et même d'autres personnes qui étaient présentes à Paris. Jérôme Truc, c'est une nécessité de faire nation, d'aller, de créer ces hôtels? C'est une nécessité de faire communauté de deuil, en fait. Et ce qui est intéressant précisément, c'est que dans ces circonstances-là, il y a tout plein de gens qui vont se saisir de l'événement pour porter un discours, pour dire voilà, c'est la nation qui en deuil, c'est la France qui en deuil, ça concerne avant tout les Français. En fait, non. L'événement touche au-delà aussi. Un événement comme ça, un événement comme le 13 novembre, touche bien au-delà en fait des frontières nationales. Mais on ne le voit que si précisément on s'arrête sur ce que des gens qui sont touchés déposent dans ces mémoriaux-là. Là, on voit sur la couverture du livre, par exemple, on a tenu à ce qu'il y ait le ici c'est Paris, ce drapeau des supporters du PSG pour montrer aussi que les supporters du PSG, en tant
tant que supporters du PSG, se sont sentis concernés par ces événements-là et comment des symboles peuvent être détournés dans ces circonstances-là. Donc en fait, il y a une multiplicité de sentiments de commune appartenance qui nous font tout d'un coup nous sentir concernés, nous sentir solidaires des victimes, et qui s'agrègent et qui font que la réaction donc, est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut en dire généralement. Et donc si on n'a pas ces traces-là, on ne s'en rend pas compte et on en reste à un discours qui peut être assez superficiel. Et vous notez que parfois, il y a un certain consensus, parfois il y en a certains qui sont originaux, mais en fait, vraiment, le message est souvent le même, partagé. Il y a deux choses. Il y a d'une part effectivement des messages qu'on retrouve à Paris, comme à Madrid, comme à Londres, parce que donc ce type de travail, sur ce type de mémoriaux-là, il y a des chercheurs qui en font depuis plusieurs années. Donc on se rend compte que par exemple, il y a toujours des valeurs qui sont très souvent invoquées et que l'amour et la paix sont les valeurs qui reviennent le plus souvent. Après le 13 novembre, davantage que liberté, égalité, fraternité. Et puis il y a aussi, en fonction de chaque attentat, des spécificités, en fait, des choses plus qui sont davantage propres à chaque événement. Et après le 13 novembre, par exemple, c'est des messages humoristiques, effectivement, parce qu'on est après Charlie Hebdo et qu'il y a tout ce contexte-là où, en fait, on se moque aussi des terroristes. Et pour leur montrer aussi que voilà, on ne les laissera pas nous rendre tristes, changer notre mode de vie, etc. Béatrice Herold, dans le choix de ce qui a été gardé et de ce qui n'a pas été gardé, comment vous avez travaillé ? Alors, on a gardé tous les témoignages collectés, près de 8000 donc, et on a complété ce fonds par tous les courriers qui ont été adressés à la mairie de Paris, au maire d'arrondissement, par les établissements scolaires, par des particuliers et par des pays étrangers aussi. On a des témoignages qui sont venus du Japon, des États-Unis, de Belgique, énormément de pays. Mais autre source de témoignages, les cahiers de condoléances, là aussi, et vous montrez ces images. Le premier cahier de condoléances, c'est sur un cahier. C'est sur un cahier, c'est notre collègue Hélène Frouard qui a travaillé spécifiquement là-dessus. Ça commence par dans l'urgence, en fait, parce que des gens arrivent à la mairie du 11e arrondissement et cherchent où est-ce qu'on pourrait mettre un message de condoléances. C'est un geste que des gens ont appris à faire, qui se fait spontanément, là aussi. Pour certains, c'est déposer les choses, pour d'autres, c'est aller remplir un registre de condoléances. Et donc, à la mairie du 11e arrondissement, eh bien, un agent, c'est pas trop, il a rien sous la main, il commence par un cahier. Le cahier est très vite rempli, et après, c'est des vrais registres, du coup, qui sont mis à disposition de la population. Voilà, pour ces exemples très, très concrets. Est-ce que ce qui prédomine quand même, c'est pas la colère dans ces messages ? Pas à ce moment-là. Ce qui prédomine avant tout, une fois encore, c'est la volonté de rester unis, de ne pas tomber dans le piège des terroristes. Moi, j'étais aussi, vous savez, à Nice le 14 juillet 2016, parce que j'ai de la famille là-bas, je venais d'y arriver, et donc j'étais sur place au moment des attentats. Pour le coup, la colère était beaucoup plus présente à Nice, et la collecte était beaucoup plus compliquée à Nice. C'est-à-dire que j'ai écrit à la mairie de Nice tout de suite, pareil, de la même manière juste après. Il a fallu 9 mois pour que la ville de Nice me réponde, et donc les archives de Nice ont collecté des choses, mais très peu de choses, parce que toutes ces traces de colère, justement, elles étaient difficilement collectables. Moi, je les ai photographiées, donc il en reste des traces, mais on était un 14 juillet, c'était la 3e fois qu'il y avait une attaque de masse dans notre pays, après janvier, après novembre. Donc là, la colère était beaucoup plus palpable, et à la fois adressée aux terroristes et aux dirigeants politiques. Jonathan Brodin, vous avez choisi de vous exprimer par des dessins avec cette bande dessinée que vous êtes en train de préparer. C'est une autre façon de témoigner, de raconter. Alors, comme je suis très, très touché par le discours de Monsieur Truc, qui parle de la collecte de tous ces témoignages. Et ensuite, voilà, pour revenir à moi, en ce qui me concerne, je suis quelqu'un d'assez pudique et peut-être d'un peu introverti. Donc la BD, pour moi, c'était le meilleur outil. Peut-être les images, le récit graphique, le roman graphique. Pour moi, ça passe beaucoup mieux, ce genre de traumatisme. Je peux l'évacuer par quelque chose de potentiel. C'est une façon douce de partager une histoire dure. Et voilà, j'avais envie de partager aussi un message positif. Et il y a de l'humour aussi, parce que vous racontez l'horreur. À travers un roman graphique, parler du traumatisme, mais aussi de la reconstruction. Oui, et je revenais sur ces dessins. Vous nous replongez dans le Bataclan, les gens qui fuient. Vous voyez cette jeune femme en train de mourir. Mais donc, c'est très saisissant. Et en même temps, il y a de l'humour. Vous dites, vous avez gagné le jackpot ce jour-là. C'est de l'humour noir. C'est vrai que quand les terroristes sont arrivés, alors c'est vrai qu'il faut replacer ça dans le contexte. C'est-à-dire que quand les terroristes sont arrivés, j'ai pas cru à la réalité de l'attaque. Je pensais que c'était un événement organisé ou une flash mob. Et quand j'ai réalisé le fait que ça m'arrivait à moi, je me suis dit, waouh, j'avais qu'une chance sur 1 million d'être au cœur d'un attentat terroriste et on peut dire que j'ai gagné le jackpot. Donc c'est ce que j'ai voulu retranscrire à travers ce dessin. Et après, j'étais tellement abasourdi, je voulais tellement pas accepter la réalité que c'est mon ami Aurélien qui est présent avec moi et qui m'a sauvé la vie. Je lui dois la vie. Je le remercie aujourd'hui.
aujourd'hui. Merci Aurélien. Il m'a secoué et il m'a dit faut arrêter, faut partir maintenant. Arthur Desnouveau, effectivement, se souvenir, hein, c'est aussi tout l'objet de cette discussion. Comment se souvenir? Il y a eu cette série très réaliste qui est en ce moment sur France Télévisions. Comment vous voyez ce souvenir? Parfois, on sent que vous êtes assez prudent et il y a certaines choses, vous vous dites non, il faut pas aller sur ce terrain-là. Écoutez, je pense que ce que Jonathan a dit tout à l'heure est très vrai. Il y a autant de victimes que d'avis. Moi, je pense qu'en tout cas, le souvenir est important. Garder les traces est important. Et puis, je pense que 10 ans après, le temps de la fiction est vraiment arrivé aussi. C'est bien qu'il y ait des BD qui soient faites, qu'elles soient faites par des victimes ou par d'autres, qu'il y ait des séries qui soient faites. Et qui puissent apporter un autre regard aussi, parce qu'on a beaucoup nourri la mémoire, mais je crois que maintenant, cette mémoire, il faut aussi savoir l'utiliser pour permettre une forme de compréhension ou une manière de donner du sens. Et donc, je crois que toutes les strates qu'on a décrites, et notamment cette collecte, ces 10 années écoulées, doivent nous permettre maintenant de regarder les choses avec un angle encore différent. Et donc, pour moi, oui. Oui, il y a ce musée maintenant, voilà, le musée qui n'est toujours pas encore là, mais là, c'est important qu'il y ait un musée pour rappeler ça. Bien sûr, sachant que c'est un musée dont le sous-titre est un musée des sociétés face au terrorisme. Et donc, c'est vraiment comprendre ce qui s'est passé, mais aussi ce que ça nous a fait, la manière dont on a réagi. Et on est pile dans le sujet de notre débat, c'est-à-dire que il y a une réaction politique, mais il y a aussi une réaction spontanée de la société, et puis il y a une réaction de court terme, qui sont ces mémoriaux tout de suite, et puis on voit Jonathan qui lui a envie de prendre le crayon et la parole 10 ans après, et donc on voit que il y a les manières, il y a les gens, il y a la temporalité, et tout ça c'est passionnant, et je crois d'ailleurs qu'on est qu'au début de l'histoire, quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple avec la Shoah, il y a eu des très grands livres dans les années 70, comme W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec, c'est 30 ans après, la liste de Schindler, c'est encore après. Mais tout ça ne peut se baser que sur une collecte qui a été faite assez tôt. Et c'est ça qui va être passionnant aussi dans les années à venir. Et voilà, des archives qui sont en ligne, on le rappelle, on peut y avoir accès. Merci infiniment à vous quatre d'être venus sur notre plateau. Évidemment, dans 64 minutes et dans toutes nos éditions, nous allons revenir tout au long de la semaine sur ces 10 ans, 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Jonathan, on vous souhaite de trouver un éditeur. Et je rappelle le titre de vos livres, Les Mémoriaux du 13 novembre, Vivre après le Bataclan, Arthur Desnouveau, c'est aux éditions du Cerf. Les Mémoriaux du 13 novembre, effectivement, co-dirigés, j'avais omis de le dire, un truc avec Sarah Gainsburger, vraiment passionnant et qui nous replonge avec vraiment toute cette démarche scientifique. Merci encore à vous quatre et moi je vous dis à demain à la même heure. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.